Coucou Christophe. Coucou tout le monde. Oui, bienvenue à Parole de Druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de Druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Mais on leur a posé une question la semaine dernière. C'est ça. On Eh. n'oublie pas la question. Alors, Non. on espère que vous avez un jour pu... trouvé. Ouais, voilà. Alors, on peut bien sûr vous parler de ce que nous, on imagine, comment est-ce qu'ils ont pu déplacer ces pierres. Donc, si jamais vous voulez comprendre de quoi on parle là maintenant, regardez peut-être Oui, l'épisode de la semaine dernière, si vous c'est ça. débarquez là tout de suite, parce que sinon, hors contexte, ça va vous paraître bizarre. Comment est-ce qu'ils ont pu les déplacer? Alors, il y a plein de théories différentes. Il y en a qui imaginent qu'ils utilisaient la chaleur et qu'en chauffant une pierre à un certain degré, elle changerait d'état d'une certaine façon. Moi, ça... ce que je peux observer sur les sites, c'est que les sites, ils ont tous une fréquence propre. Par exemple, un site mégalithique, tous, sans exception, quand on émet un son à côté d'eux, tout d'un coup, il y a un son, donc une fréquence, une note particulière, c'est comme si la pierre, elle vibre avec nous. C'est très particulier comme sensation, mais elle entre ce qu'on appelle en résonance, elle crée des harmoniques. Et en fait, on voit qu'on émet un son qui est le même son qu'elle. Et en fait, elle chante avec nous. Et ça, j'ai pu le vivre surtout dans une pierre qui était creusée. Du coup, ça reprenait bien le son. Parce qu'en fait, chaque pierre a sa propre fréquence. Mais quand on est à l'extérieur, qu'il y a des arbres autour et qu'on n'a pas de caisse de résonance, du coup, on ne peut pas se rendre compte vraiment de quand la pierre entre en résonance avec le son. Mais j'ai pu le vivre dans une pierre creusée. Et quand j'étais à l'intérieur, pas moi, j'ai pas pu émettre ce son parce qu'il était trop bas. Mais les hommes avec qui j'étais ont pu émettre ce son-là, eux, à une certaine fréquence, un son assez bas. C'était la pierre, elle s'appelait Dwarfy Stain, la pierre du nain. Et en fait, c'est une pierre qui est sur l'île de Hoy aux Orcades, si jamais pour ceux qui ont envie d'aller la voir. Et donc, c'est une pierre à une certaine fréquence. C'est comme si on avait un chant harmonique. C'est impressionnant. On était dans cette pierre, donc il y a un petit trou, on entre, puis sur les côtés, il y a comme deux espèces de couchettes. Et vraiment creusé dans le mégalithe. C'est assez fou. Et quand on est couché là-dedans, quand on chante, la pierre, elle chante avec nous. Et en fait, la pierre, elle émet une certaine fréquence. Et pour chaque pierre, c'est une fréquence différente. Et je peux imaginer, les théories qu'il y aurait là maintenant, plutôt dans les mondes un peu, qui vont un peu plus loin que l'archéologie standard, on pourrait dire ça sans offusquer personne, ils constatent qu'en émettant certains types de fréquences, on pourrait alléger la matière. Et donc, on pourrait imaginer qu'à l'époque, ils avaient la capacité d'émettre soit par la pensée, soit par des générateurs de fréquences autres qu'on ignore, des fréquences qui permettaient d'alléger la matière et de déplacer les objets lourds, ou de même sortir de l'espace-temps, parce que ce qu'on observe aussi dans tous ces sites, c'est que l'espace-temps n'est pas le même. C'est assez étrange. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte à Gavrinis,
Mais le temps qu'on passe à l'intérieur n'est pas le temps ressenti. Ça, c'est dans les espaces sacrés, on sent ça souvent. Le temps qu'on nous octroie à l'intérieur n'est pas du tout le temps ressenti. C'est, voilà, pour mon expérience de l'espace sacré, il y a ça aussi. Quand on est dans un espace sacré, le temps sacré n'est pas le même que le temps profane. C'est comme si c'est deux échelles de temps différentes. Mais ça, dans le druidisme, on le connaît beaucoup parce que quand on est en rituel, dans l'espace du rite, dans l'espace sacré, le temps n'est pas le même. Des fois, 10 minutes, on a l'impression qu'elle dure 3 heures, et des fois 3 heures, on a l'impression qu'elle dure 10 minutes. Ça dépend des rites. Bah là, c'est pareil, en fait, on peut imaginer qu'il y a une notion d'espace-temps qui serait comme changée, un peu peut-être squeezée comme ça, rapprochée, qui fait que des choses qui sont très loin peuvent devenir très proches grâce à un générateur de fréquences. Donc voilà, là, on entre dans des théories qui demandent bien sûr d'être largement découvertes et développées. Et moi, j'ai pas du tout les connaissances qui permettent d'aller plus loin dans ce sujet, mais avec mon ami Jean-Baptiste, que vous avez peut-être déjà entendu dans les podcasts ou pas, ça dépend comment on switch les podcasts. Et ben, Vous allez entendre si vous l'avez pas encore entendu. voilà, vous allez l'entendre prochainement si c'est pas déjà fait. Ben lui, il étudie aussi les sons. Enfin, il est passionné par les sons et on étudie ensemble tout ça pour pouvoir aller plus loin. C'est vraiment fascinant, ce thème-là. Donc moi, personnellement, le déplacement d'objets lourds, je l'associe à des fréquences, à un travail au niveau des fréquences. Voilà, pour répondre à la question de voilà, comment personnellement moi je le perçois, enfin je le vois. Et dans le druidisme, il n'y a pas de réponse claire à ce sujet, si ce n'est que tout ça se passait dans l'espace sacré. Et dans l'espace sacré, l'espace-temps n'est pas le même. Donc voilà, ça répond peut-être aussi un peu à la même énergie, pas même type de question, parce que c'est une histoire de fréquence aussi. Ouais, tout à fait. Alors, Mmh. très bien. On va continuer de réfléchir là-dessus et puis on Mmh. va on va avancer, enfin on va avancer, on va reculer dans le temps. On va quand même revenir à notre échelle de temps. La dernière fois, Ouais. on vous a laissé sur les sites, de moins 10 000, enfin on a parlé de Göbekli Tepe et cetera. TP, Mmh je vais mh. y arriver, à Göbekli Tepe, Mmh. En heu, Turquie. en Turquie, qui a 10 800 ans avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 12 000 ans. Mmh. Hem et puis, peut-être, on revient sur une échelle de temps un peu plus proche de notre époque, en tout cas de l'époque des druides. Mmh. Alors oui, alors juste à propos de Göbekli Tepe, si je peux me permettre, je vous conseille fortement, un petit reportage, enfin en tout cas une émission YouTube, comment on appelle ça? Un épisode d'un créateur de contenu YouTube qui s'appelle, Arcana: Les mystères du monde, Ouais, qui en français du coup Arcana: Les mystères du monde, qui vraiment mérite d'être connu pour, ses publications. Et il a une super publication sur Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, ça s'écrit Gobekli. Ensuite, un autre mot, Tepe, pour ceux qui se posent la question. Je vous conseille de regarder sa vidéo. Elle est vraiment, vraiment chouette. ouais, c'est juste. Là-dessus, et très, très inspirante. Donc oui, à Göbekli Tepe, on est à moins 9600. Donc on vous rappelle que les sites sont datés d'après ce qu'ils trouvent autour et pas d'après la pierre elle-même. Dans le sud-est de l'Europe, on voit que les premières pratiques agricoles commencent moins 8000, donc on voit qu'il y a une recherche de sédentarisation. Ensuite, on a les pierres levées de des orques de pardon, du Portugal autour de la zone d'Evora, qui est en fait, une ville, une petite ville près, enfin à 1 heure de Lisbonne, à l'horizontale dans les terres. Autour de -6000, -6000, -5000. Donc là, c'est parmi les plus vieux sites mégalithiques d'Europe. Ensuite, on a -5000, l'agriculture qui commence à bien se développer, au centre et enfin en Europe centrale, et les premières sédentarisations, et cultures céréalières en Suisse. -5000, on est sur aussi le site de Locmariaker en Bretagne, qui est un site, près de Carnac, Ouais, qui a un menhir couché, qui est un des plus hauts menhirs couchés, je ne veux plus dire de bêtises, mais voilà, il est cassé, on peut imaginer la taille qu'il faisait autrefois. Il y a aussi un cairn, le cairn de Locmariaker est magnifique, je vous conseille d'aller voir ce site. Ensuite, -4500, -4000, on est sur la zone de Karnak. Donc là, vous voyez que en fait, entre Göbekli Tepe, qui est un énorme site mégalithique en Turquie, qui est à -9600, et Karnak, qui est à 4500, c'est 5000 ans de différence. Donc vous voyez,
énorme. l'utilisation des sites, c'est énorme en fait, hein. C'est penser que Notre voilà, de civilisation, elle a Jésus-Christ moins de à nous, il y 2000 a ans, quoi. 2000 ans, hein. C'est ça. Voilà, de l'époque, du Moyen Âge à nous, il y a 500 ans. Enfin, c'est vraiment c'est peu de temps, quoi. Ensuite, ben, Karnak -4500, Gavrinis -3500. Donc là aussi, il faut vous imaginer, Karnak -4500, -4000, Gavrinis -3500, donc de nouveau 1000 ans de différence entre les 2. On va aux Orcades, le plus ancien village néolithique, qui a été trouvé du coup en Écosse, il est à -3100. Stonehenge, -3000. Donc voilà, on a de nouveau Gavrinis -3500, Stonehenge -3000 et de nouveau on est encore loin de Göbekli Tepe, on est loin de ce moment-là. Voilà les îles des Orcades. Les premières pyramides en Égypte, -2650. Donc là aussi, c'est bien avant les pyramides d'Égypte, juste pour recontextualiser. Le cercle de pierre des enfin, Ring of Brodgar aux Orcades, -2500. Voilà. Le début de la civilisation celtique, -800, mais après, bien sûr, non, le date déjà enfin, tel qu'on le considère, c'est plutôt -2000, mais voilà, -800, c'est l'officiel. Voilà, la civilisation de l'Athènes, et cetera, et la fin de la civilisation celtique à -58, -52, -52, voilà. Mmh. Les premières pyramides au Mexique, plus 100 après Jésus-Christ. Donc voilà, là, en fait, ça a été fait bien plus tard. Toute la partie d'Amérique du Sud, officiellement, a été faite bien plus tard, même si on voit maintenant que en fait, ça pourrait être bien plus vieux que ce qu'on pense, et cetera. Et voilà, le reste après, c'est des choses qui ne regardent pas directement les mégalithes dans les autres dates que j'ai. Donc voilà, pour recontextualiser, on parle en fait de périodes qui sont hyper vastes. C'est ça, ouais, il y a voilà, 7000 ans d'histoire de mégalithes derrière nous qui ont été oubliés. On ne sait plus à quoi ça sert. C'est fou quand même, hein? C'est énorme parce Mmh. qu'on a que ces traces de pierre. Imaginez tout ce que l'humanité a produit depuis le début de l'imprimerie, donc en 500 ans, d'où on est arrivé maintenant. Donc imaginez sur 7000 ans, bah, évidemment, il n'y avait pas le même niveau technologique et enfin, en tout cas, on n'en sait rien, mais en tout cas, on n'a On en pas sait. Mmh. on sait pas. Et en tout cas, ils n'ont pas laissé d'écrits, tels que nous les connaissons maintenant. Mmh Et mh. mais oui, je trouve que c'est important parce que ça relativise quand même sur l'échelle de temps. Oui, oui. Il s'est pas rien passé pendant ces centaines d'années, ces milliers d'années. Il s'est passé des choses plus qu'on imagine, mais on a que ces restes de grosses pierres. Et puis maintenant, comme on le disait la dernière fois, de sites enterrés qu'on commence à découvrir grâce à aux nouvelles technologies. Ouais. Hem, Et des monuments énormes, hein, qui ont nécessité, une population énorme pour les ériger, si on le considère tel que nous on l'imagine, qu'il faudrait, 100 humains pour déplacer c'est un ça. bloc de combien de tonnes, voilà, donc c'est énorme, énorme. Et imaginez les architectes qu'il a fallu, l'ingénierie qu'il a fallu, enfin, voilà, avec des populations qui étaient même pas sédentaires. Oui, puis des blocs qui s'imbriquent parfaitement alors qu'ils ont pas des formes, Il y a pas de qu'ils ont des ciment, hein. formes aléatoires. Ouais, 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 donc ça, c'est super intéressant, donc voilà, on en a beaucoup Creuser, hein, on débattu. vous invite à creuser, hein. Ouais, Ouais. on a beaucoup déjà parlé la semaine dernière, mais on va avancer sur, maintenant, OK, on arrive à la civilisation des druides, on va dire -2000, entre -2000 Mmh. et 0, on va dire, ou est-ce que plus 50. Hem, Ouais. ces civilisations, eux, ils ont hérité de ces grosses pierres, ils en Mmh ont fait mh. quelque chose. Alors, comment ont-ils fait? Voilà, donc en fait, on se retrouve avec, une géographie avec des pierres qui sont là. Donc en fait, en Suisse, donc nous, bah, voilà, on est en Suisse, toi et moi, on parle depuis la Suisse. Oh, tu en Suisse, toi, tu es peut-être en France, en fait? Moi, je suis juste à la frontière côté français, Ouais, ouais. il me semblait bien, j'avais un doute, hein, tu es quand même Ouais. en France. Tu le petit Ah, décalage, il y a un petit ouais. décalage, c'est quand ça passe la frontière, là, il y a un petit décalage. Ah d'accord, c'est donc ça. Non, mais alors bon, voilà. Bah, par rapport à la Suisse, mais la zone de France où tu es aussi, en fait, ces blocs dont on parle, ils ont été charriés par les glaciers après, enfin, au moment de la dernière glaciation, qui est une glaciation, on appelle ça le nom de cette glaciation, c'est Würm, et elle a duré à peu près 100 000 ans.
Et le dernier pic glaciaire, il y avait presque 1 kilomètre de glace en dessus de ma tête, là, à Neuchâtel, un peu moins, 500 mètres, je crois, à peu près. Et en fait, cette glace, quand elle a fondu, donc elle avait amené plein de blocs, des blocs granitiques principalement, mais ça peut aussi être du gneiss. Donc des blocs qu'on ne trouve pas naturellement dans la géologie du sol ici, dans cette zone. Ils ont été charriés, déposés. Il faut savoir que du coup, quand les populations sont revenues, elles ont trouvé ces blocs en place. Elles ont principalement utilisé ça pour ériger les sites mégalithiques. Donc voilà, ces sites mégalithiques, nous on a quelques sites majeurs, mais sinon c'est plutôt des sites mineurs en Suisse. Ou alors tous les sites majeurs ont disparu, ça je sais pas. Mais il ne nous reste pas des gros sites comme en Bretagne ou comme le site de Göbekli Tepe, on n'a plus du tout ça, ou peut-être qu'on l'a pas encore trouvé. Tout ça pour dire, c'est qu'en fait, les druides, donc les druides qui sont les représentants de la classe sacerdotale dans la civilisation celtique, euh, au sens large, parce que les Celtes, ça commence pas à moins 800, hein, voilà, on donne une date, mais c'est avant, après, enfin voilà. Les druides ont existé pour moi à partir de moins 2000 à peu près, et donc eux, ils ont eu cet héritage mégalithique qui était déjà en place pour la plupart des sites, Mmh. qui ont été bâtis avant par ces fameux chasseurs-cueilleurs dont la théorie qu'aurait érigé ça avec les moyens du bord. Donc, pour rappeler, pour moi, les chasseurs-cueilleurs ont hérité du savoir mégalithique de peuples disparus. Est-ce que ces peuples disparus sont venus jusqu'en Suisse? Je ne sais pas. En tout cas, il faut savoir que la dernière glaciation a vraiment nivelé le sol suisse. Donc, tout ce qu'il y avait avant, on ne trouve plus rien. Ce qu'il y avait des grands sites avant, on ne trouve plus rien. Il faut imaginer qu'un glacier qui recouvre un pays, ça fait... On ne trouve plus rien derrière. Dans des grottes, on peut trouver des trucs, mais sinon, le reste, c'est du gravier. Ça a été broyé par la puissance de la glace. Imaginez-vous 1 kilomètre de haute glace, c'est le poids que ça fait, tout est broyé dessous. Donc, on trouve plus rien d'avant. Donc après, quand la civilisation est revenue, les druides ont récupéré ce patrimoine. Et en fait, ce patrimoine est forcément utilisé vu que ces sites sont construits sur des hauts lieux d'énergie. Et donc, ils sont pas fous. Ils vont forcément réutiliser ces lieux, en fait. Comme le christianisme a ensuite réutilisé les lieux druidiques pour construire leurs églises dessus. Enfin, ça paraît logique. On a un super lieu vibratoire, tout le monde aura envie de faire son truc dessus. Et donc c'est ça qui est arrivé, c'est que les druides ont récupéré ce patrimoine et ont continué d'utiliser des sites déjà érigés ou on en érigé des nouveaux aussi pour certains, peut-être, j'imagine. Oui, Donc ou voilà, ils les ont modifiés, ou ils les ont reconstruits selon ce qu'eux imaginaient leurs besoins. Comme nous, on l'a refait quand on a reconstruit derrière des choses croyant que ça ressemblait à ça, puis en fait, c'était pas le cas, mais peu importe. exactement. En tout cas, eux, ils ont utilisé cet héritage. Voilà, exactement. Et donc, quand on parle de cet héritage, on parle de plusieurs choses. Donc, nous, en Suisse, on a des gros blocs qui ont été posés par les glaciers et qui sont posés là, qui ont rien de bien particulier dessus, mais qui sont quand même posés là et qui ont pu être utilisés pour des rites, voilà, mais qui n'ont pas de marque de passage, enfin, qui n'ont pas été modelés ou marqués pour leur utilisation. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de particulier dessus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les pierres à glisse. Donc, c'est ces gros blocs, mais on voit qu'il y a des sortes de, comme des toboggans de glissade sur ces gros blocs. Ensuite, il y a les menhirs. Donc là, faire un menhir, implique de tailler le bloc, de lui donner une forme allongée, et ensuite de le lever et de le planter dans le sol avec plus ou moins un tiers sous terre, 2 tiers en surface. Donc ça demande des moyens conséquents. Si on imagine les moyens de l'époque tels qu'on on a les connaissances officielles maintenant. Ensuite, on a les cromlechs qui sont des cercles de pierre qui peuvent être des menhirs en cercle ou des pierres en cercle qui ne sont pas forcément taillées en forme de menhir. Dans les cromlechs, il peut y avoir des formes, ce qu'on dit anthropomorphes, donc il peut y avoir des pierres qui sont taillées avec des formes humaines ou animales ou autres, des fois, parfois aussi. Ensuite, on a les dolmens. Les dolmens, c'est des chambres qui sont faites pour être sous terre, sous des collines,
qui peuvent être soit carrés, soit allongés, soit, carrément avec toute une zone, d'entrée. Dans ce cas-là, on parle des cairns, ou ouais, des cairns, en fait, avec, tout un tuyau d'entrée pour ensuite arriver dans une chambre, dans la partie du dolmen. Et ensuite, on a les pierres à cupules ou à équelles ou à bassin, qui sont un peu selon les tailles des creux qui ont été creusés dans la pierre, qui sont des pierres, qui ont des petites équelles à l'intérieur, qui font généralement la taille, d'une pièce de 5 francs, un peu plus grande. Des fois, il y en a des plus grosses, et des fois, il y en a, ça fait vraiment comme un gros bassin. La forme est généralement ronde, et parfois carrée, mais c'est à mon avis plus récent, mais souvent plutôt ronde, et c'est généralement sur des pierres plates. C'est pas des pierres levées. Si elles sont levées, c'est elles sont dans une réutilisation. Mmh. Donc, c'était une pierre à cupules posée par terre et qui a été réutilisée pour être, levée. Donc voilà. Un peu différents mégalithes qu'on peut rencontrer, et qui ont été utilisés, dans ma connaissance, par les druides. Donc on va les prendre un peu dans l'ordre. Le premier, ben, c'est ces gros blocs mégalithiques, qu'on retrouve, dans la forêt. Donc par exemple, pour en citer quelques-uns en Suisse romande, on a le site de Jolimont, qui est un bloc mégalithique sur une colline près d'Erlach dans le canton de Berne, qui est au bout du lac de Bienne, près de l'île Saint-Pierre. Ce site de Jolimont, c'est un gros bloc de pierre sur lequel il n'y a pas de cupule sur le site lui-même, mais par contre, il y a une pierre à cupule à une centaine de mètres du site. Mmh. La pierre à cupule est dans une orientation, qui est, si quand on regarde la pierre à cupule et qu'on regarde le site, on est sur un lever de soleil au solstice d'été. Donc on voit qu'il y a un axe qui est fait, qui est généré, et on voit que tout est un peu calculé. Voilà, on voit souvent que la pierre à cupule est comme un lieu d'entrée sur lequel on va déposer des offrandes ou voir quelque chose pour ensuite accéder au site, après. Et si on a des très gros blocs comme ça, erratiques, où on sent que, enfin, erratiques, c'est ces blocs, mégalithiques dont on parle, ces blocs erratiques qui viennent, c'est ce qu'on appelle venir des glaciers, en fait, c'est ce qui vient des glaciers. Ces blocs qui ont été parsemés sur le paysage, si vous en voyez, observez si autour il n'y a pas des pierres à cupules. Et encore hier, je suis allée voir une pierre près de Bienne. Là aussi, il y avait un gros bloc, et je me dis: «Ben, la légende des 2 sites, Jolimont et ce site, est la même. Les 2 parlent d'une histoire du diable, qui a été diabolisé avec le temps. Voilà, cette pierre était un site, à mon avis, d'offrande, mais bon, ça, je vais l'expliquer après. Et en fait, en tournant autour de cette pierre, je me disais: «Mais il doit y avoir une pierre à cupule», parce que ce site, les 2 légendes sont quasiment similaires. Ils sont chacun à une extrémité du lac. Un à Bienne, un vers l'île Saint-Pierre, vers Erlach. Et donc je me dis: «Il doit y avoir quelque chose qui fait que c'est pareil». Et donc du coup, j'ai regardé bien autour, et en effet, dans la même orientation que le site de Jolimont, mais à l'inverse, c'est qu'en fait, le site de Jolimont, il y a le bloc erratique, et dans l'axe, il y a, en direction du sud-ouest, il y a, la pierre à cupule, et là, il y a le bloc erratique, et en direction du nord-est, il y Mmh. a, la pierre à cupule. Donc dans le même axe, si on veut, mais à l'inverse. Et ça, c'est fascinant de se rendre compte de ça, que c'est à 2 extrémités du lac, et en fait, les 2 ont des structures similaires, et les 2 ont des légendes similaires qui ont traversé le temps. Et voilà, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment des sites, pour moi, où les druides honoraient la culture, l'agriculture, parce que, si on prend un bloc erratique, c'est une grosse masse de terre, c'est dense, et donc on peut imaginer que ça permettait de mettre en lien avec la terre, avec tout ce qui est concret, avec ce qui est solide, et honorer les esprits du sol, et de la matière la plus solide qui soit. En plus, cette pierre-là, près de Bienne, elle est remplie de quartz, elle a plein de veines de quartz à l'intérieur. Donc c'est assez fascinant, en fait, on voit tous ces petits cristaux dedans.
Et on peut imaginer à quel point ils devaient voir que c'était quelque chose de sacré. Aussi, il faut se placer dans le contexte de l'époque, ils étaient beaucoup plus observateurs que nous et quand on va sur ces sites, il faut enclencher son cerveau pour l'orientation des axes, c'est assez spécial. Il faut mettre switch on pour l'aspect mathématique astrologique, astronomique plutôt, et switch off pour l'aspect mental et switch on pour l'aspect, observateur. Et observer tout ça et dire: «Ah tiens, cette pierre-là, elle a comme un visage, ça regarde dans telle direction et si je marche dans cette direction, sur quoi est-ce que j'arrive?» Et vous marchez 100 mètres et bim, vous tombez sur la pierre à cupule. C'est fascinant en fait l'observation de ces mégalithes. Ouais, ouais, c'est passionnant en effet. Mmh Et mh. c'est drôle que même ces grosses pierres qui ont été déposées par des glaciers, ont été réutilisées, de par leur taille finalement et puis l'énergie qu'elles dégagent aussi. Ben, ouais. Ouais, Faut c'est ça. s'imaginer qu'en fait, à l'époque, quand ils sont arrivés, il y avait pas les grands arbres comme maintenant, donc ils les voyaient de loin aussi, hein. Ouais, c'est ça. Donc et typiquement ces pierres qui étaient là les 2 sont au sommet des collines, de 2 collines. Elles on devait les voir de loin ces pierres, donc c'était normal aussi qu'ils étaient attirés, par elles. Et aussi au niveau géobiologique, c'est comme si une masse lourde à un endroit va attirer certains types de réseaux à elle. Il y a toujours la grande question de savoir les réseaux telluriques, c'est des lignes de force de la Terre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur ces blocs, les lignes de force sont comme rassemblées avec des croisements importants de ces réseaux sur ces blocs. Alors du coup, on se disait, est-ce que ces blocs sont tombés là par hasard? Et donc du coup, le réseau, coup de bol, il était au bon endroit. Mais moi, je pense plutôt qu'en fait, cet appui sur la Terre, c'est comme un peu une sorte d'aimant Comme un qui aimant, va, ouais, c'est voilà, qui va attirer mmh. ces zones, enfin ces réseaux spécifiques, selon les rites aussi qui sont faits. Voilà, pour finalement rendre hommage à la terre et lui être utile d'une certaine façon. C'est un peu comme, comme on a un tissu qu'on essaie de tenir sur une grande toile, puis on met des petites aiguilles pour, faire en sorte que les mailles tiennent bien tout au bon endroit. Moi, je vois un peu ça comme ça, les mégalithes, en fait. C'est comme un point qui permet de dire: là j'appuie et cette énergie, du coup, elle peut passer de là à là et en même temps, ça tient le tout. Tu vois? C'est clair ou pas? Oui, oui, alors ça me fait penser ça me fait donc enfin ça laisse à penser que finalement, on a les mégalithes qui ont été posés par des civilisations inconnues, qui ont été créées et puis Mmh. on a des mégalithes qui ont été posés par les effets naturels, en fait, par la Mmh. nature C'est ça. Il y et en c'est a qui ça ont qui est été intéressant déplacés et d'autres pas. C'est ça qui est et spécial aussi, hein. voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais, Comme en c'est Suisse, on a plus grand chose qui a été placé, déplacé, bah, en fait, on va aussi beaucoup observer ceux qui sont placés par hasard, par, la nature. Mmh. ouais, c'est Mmh. juste, il y a l'effet des glaciers, ce qu'on n'a pas eu en Bretagne typiquement, on a eu Bah, d'autres non. effets, mais on n'a pas eu l'effet des glaciers. Non, voilà, les pierres, on les a été plus facilement déplacées. Après, vous avez du granit par défaut en Bretagne. Ouais, Nous, en Suisse, on a le granit sur les Alpes, dans les Alpes, mais en fait, dans tout ce qui est là en plaine, c'est d'autres types de roches ou au Jura. Moi, je suis dans la chaîne du Jura, c'est du calcaire typiquement, mmh, qui a une pierre qui, bah, déjà, elle est tellement poreuse avec le temps, elle se dissout tellement facilement que tout ce qui aurait été fait comme marque à l'époque, on la voit plus. En plus, elle est pleine de trous, donc on pourrait tout le temps voir des cupules partout ou des bassines énormes, alors qu'en fait, c'est juste que ben, elle était creusée comme ça parce que ben, elles fond avec l'acidité. Enfin, il suffit qu'il y ait un peu de pluie acide et puis tout fond. Enfin voilà. Donc du coup, le calcaire, on peut pas trop s'y fier. c'est ça. Donc voilà. Donc voilà, on a ces grosses pierres qui ont été amenées par la nature et puis après on a dit qu'on avait ces pierres levées, donc les fameux menhirs. Dire Ouais, pierres alors levées bah, juste par rapport à ces grosses pierres, il y a peut-être les pierres à glisse. Donc en fait, c'est des des, pierres à église, pardon, oui, ouais, j'ai oublié. voilà. Ouais, c'est en fait, c'est comme un espèce de toboggan qui est fait, qui est dessiné, par aussi, tous les gens qui se sont glissés avec le temps, sur ces pierres. Alors c'est souvent des pierres en forme d'œuf, très souvent et c'est des pierres liées à la fécondité et des rites liés à la fécondité. Mmh.
et c'est généralement autour de la période de l'équinoxe de printemps qui est un grand moment de fertilité avec un équilibre entre la lune et le soleil, entre le jour et la nuit, donc entre le féminin et le masculin, où ces 2 énergies se rencontrent, qu'on va faire les rites de fertilité et les femmes, le rite c'est d'aller se glisser sur ces pierres quand on a envie d'avoir un enfant. Mmh. Donc voilà, c'est les pierres à glisse, c'est des rites très anciens, très, très, très anciens, que je sais que ça qu'il y a certaines, vallées où ça perdure encore, hein. Je j'ai pas de nom comme ça à vous dire, mais je sais que c'est un rite qui est encore un peu dans l'air du temps. Ça se fait encore. OK. Donc voilà. Et bon, donc les menhirs. Les menhirs, donc c'est des pierres debout, des pierres levées, qui sont généralement seules. C'est pas plusieurs menhirs, c'est un menhir. C'est rare qu'il y en ait plusieurs. Dans ce cas-là, on va parler plutôt d'un cromlech parce que ce serait un cercle de menhirs, mais un menhir, c'est plutôt seul. C'est quelque chose qu'on voit de loin et dans l'énergie, ça va servir comme une antenne. On peut imaginer que ça représente le principe masculin, dans le druidisme en tout cas on parle de ça, que ça serait comme une forme de pénis ou l'énergie, de l'érection qui va être le représentant de la force vitale qui féconde la terre-mère. Et en fait, il y a vraiment cette dimension de de ça c'est une pierre érigée, donc voilà ça le mot en fait il est assez proche, donc c'est vraiment quelque chose qui va symboliser une force, un appui et une force qui pénètre la terre-mère Mmh. Oui, et parce il qu'il faut a un tiers vraiment voir enterré, hein. ça. Il est un tiers enterré, ouais, et il y a vraiment c'est comme pour moi, enfin en tout cas dans le druidisme, on l'utilise comme un point d'acupuncture, un point de force qui condense des forces et qui envoie une force dans la trame. C'est toujours, toujours sur des croisements de réseaux telluriques importants et ça va diffuser dans la trame une énergie spécifique. Mmh. Donc c'est vraiment un émetteur, le menhir. Comme le principe émissif du principe masculin, qui est la même chose. Donc voilà, ce qu'on observe aussi, c'est qu'en fait, il faut qu'il soit fin et lourd. Tu vois, ça peut pas être une pierre qui joue le rôle du menhir, ne peut pas être une grosse pierre qui est plate. Ouais. Ça a besoin d'être le maximum de poids sur le minimum de surface au sol d'impact. C'est intéressant. Tu vois? Il faut Ouais, vraiment que ouais. ça soit le plus long possible, le plus haut possible, mais avec le minimum de surface au sol pour que ce poids, il soit énorme, par centimètre carré, si on peut dire ça comme ça. Tu vois? Oui, oui, je comprends. Avec une grosse densité, à sa base, si possible. Voilà, exactement. Donc il y a plein enfin, pour moi, c'est vraiment enfin, dans le druidisme, on le représente vraiment, c'est le principe masculin, le menhir. Ça représente un principe solaire, c'est des sites émissifs, donc c'est des sites qui vont émettre quelque chose. Il peut être aussi utilisé comme point de visée, parce qu'on peut avoir, par exemple, heu, à Los Almendres, qui est un site, à Évora, au Portugal. Ouais. Il y a le cercle de pierre qui est comme des œufs, c'est très drôle. On y allait d'ailleurs à Pâques, pour le visiter à Pâques. Mais c'est comme des gros œufs, plein d'œufs, plein d'œufs, plein d'œufs. Et ils sont tous, dans une zone et en fait, à partir d'un de ces œufs qui est plus grand que les autres, on regarde le menhir et on voit le soleil levant au solstice d'hiver ou au solstice d'été, maintenant je sais plus, un des 2. Mmh. Et je trouve ça intéressant parce que c'est comme un point de visée masculin pour voir un principe solaire, tu vois? Si vous avez l'occasion vraiment d'aller à Évora, c'est un site incroyable. En plus, c'est assez facile d'accès dans les vols. Vous prenez un vol pour Lisbonne et vous allez à Évora. Il y a des sites mégalithiques fascinants tout autour et puis il y a des temples dans la ville, assez fous. Entre autres, la chapelle des Os qui est bon ça c'est un peu plus spécial, mais c'est une chapelle faite entièrement d'ossements humains. C'est un le truc de plomber l'ambiance direct, mais Trop c'est en glauque. fait un moine qui ou je sais plus, quelqu'un de l'église qui s'est dit que pour méditer sur, le temps qui passe, ben, en fait, il a patiemment construit une église entièrement avec des ossements humains. C'est OK. assez spécial l'ambiance à Sympa. l'intérieur, mais Faut c'est à imaginer, Évora, ouais. si jamais.
Bon, moi, j'ai mis une journée à m'en remettre quand j'y suis allée. Après, j'étais pas bien pendant un jour. L'ambiance, elle est un peu mais c'est à voir, mais peut-être pas le même jour que quand on va voir les mégalithes. Ouais, c'est ça. Mmh. Juste, tu disais les menhirs sont souvent des pierres, isolées, donc on a une l'exception de Karnak, qui est un, Ouais, qui est un champ de qu'un menhirs, alignement de menhirs, ouais. je sais plus, il y en a plus de 3000, et encore je pense qu'il y en a la moitié qui sont enterrés, couchés ou qui ont disparu. Mmh. Toi, ça t'évoque quoi, ces alignements? Pour moi, les alignements, ils sont associés à l'ouest, hein, parce qu'ils sont Mmh. associés au soleil couchant au moment de l'équinoxe. La plupart sont orientés plein ouest et pour moi, c'est vraiment cette dimension, de l'élément eau, c'est là où le soleil se couche dans la mer et pour moi, c'est vraiment, des sites qui permettent d'accéder dans un autre monde ou d'aller vers cette dimension de l'au-delà. Ouais. Voilà, quand on est sur terre et qu'on avance le plus à l'ouest, qu'on soit sur n'importe quel continent du monde, à un moment ou un autre, on s'arrête à la rive et on peut pas aller plus loin, où qu'on soit sur terre. Donc ce je vais plein ouest pour voir le soleil couchant à un moment ou à un autre, même si je suis en Chine, je vais arriver à cet endroit-là où je bute contre une mer qui s'étend à moi et le soleil se couche dans l'eau. Et pourquoi la Bretagne? Ben, pour moi, je pense que c'était un peu un lieu de pèlerinage où les gens allaient pour les rites, où ils allaient comme un peu, on va, offrir notre défunt, ou les cendres de notre d'un être aimé, dans un lieu particulier, qui a une symbolique forte et ben, le lieu du soleil couchant est un lieu avec une symbolique forte. Et on sait Après ce que les druides en faisaient de cet endroit? non, on sait pas. On sait pas, Non, hein? on sait pas, non, on sait pas du tout. Mmh. Il y a plein de théories différentes, mais on sait pas dans l'absolu et c'est pas vraiment enseigné. Dans les contes et légendes du druidisme, c'est toujours associé aux fées et ça serait les fées qui érigeraient ces pierres au fur et à mesure du temps. Voilà, souvent en une nuit, elles en remettaient quelques-unes ou comme ça, mais c'est toujours associé au monde des fées et ce qu'il faut savoir, c'est que le monde des fées est associé à l'élément eau, donc c'est un lien avec l'aspect de l'élément eau et donc du coup, on peut reprendre l'aspect funéraire si on veut. Mais non, on sait pas. Mmh mh. Malheureusement. Moi, j'aimerais bien, mais il y a pas de traces par rapport à ça. Mmh mh. Parce qu'il y a quand même il y a quelques dolmens dans la région aussi, donc ils ont peut-être été construits après les érections des différentes menhirs, Ouais, si je Yes. reprends, l'échelle de temps, attends voir. Gavrinis -3500 et Karnak -4500, donc Karnak est antérieur à Oui, quand Gavrinis tu arrives à typiquement. Gabrienis, ouais. Ouais, Ouais, ça fait du sens. donc tout ça en fait pour moi c'est des sites qui sont en lien les uns avec, les autres, mais c'est pas, voilà, c'est pas comment dire? Heu, bah, ça rentre à mon avis dans une même idée. Mmh. Dans des mêmes types de rites sûrement. Mmh et ouais, on peut que supposer. D'accord, on peut que supposer. Et Mmh. puis donc du coup après les dolmens, non, après les menhirs, on a les dolmens. Voilà, donc on a les alignements de menhirs comme tu l'as dit, qui sont des menhirs alignés pour une fonction, voilà. Est-ce qu'on allait toujours plus à l'ouest, tu vois? Est-ce que quelqu'un qui par exemple, il y avait un métier de bâtisseur de menhirs, de leveur, d'érecteur de menhirs et en fait, chaque fois, on en mettait un de plus à l'ouest en direction du soleil couchant, en petit train comme ça, et selon l'importance de la personne, c'était un menhir plus ou moins grand, voilà. Ça c'est pas les cromlechs, c'est des cercles de pierre. Alors les cromlechs, généralement, pour la plupart, servent de calendrier avec, un point de visée qui est généralement une pierre au centre. Donc voilà, quand on est dans un cromlech, il faut toujours essayer de trouver le point de visée, le point central, qui est, voilà, généralement une pierre au centre, mais pas toujours. Je sais que Stonehenge n'est pas une pierre au centre pour la pierre de visée, je crois. Et en fait, on voit les axes, ben, faut toujours observer autour les menhirs qui sont, les pierres levées. Elles ont en haut des petites encoches ou des petites failles ou des petites fentes ou des trucs
Et si on repère une qui a un peu une forme spéciale et que enfin genre c'est comme ça, puis d'un coup ça fait clac clac et bien à cet endroit-là, on peut dire: «OK, c'est quoi l'axe?» Prendre la boussole, regarder l'axe et d'après la boussole avec les degrés, on arrive à savoir, si c'est, lever de soleil au solstice d'été, lever de soleil au solstice d'hiver et cetera. Mmh. Ça nous donne plein, plein, plein d'idées. Pour les orientations, alors là aussi c'est complexe, c'est que ça dépend de la latitude à laquelle on se trouve. Donc, dans le livre que je suis en train de sortir, qui sortira, ben, au mois de, je pense, juin ou mai ou juin cette année, donc on est en 2025, qui s'appellera, je sais pas exactement, mais peut-être Guide des hauts lieux d'énergie ou en tout cas ce sera aux éditions Favre. On n'a pas encore le titre. Là, il y aura une boussole pour la Suisse, mais sinon vous trouvez des boussoles pour Karnak et vous trouvez aussi des boussoles pour la zone de Stonehenge dans différents livres. Et il y a aussi des boussoles pour la zone des Orcades et chaque fois selon les latitudes, ça va pas être les mêmes orientations, c'est complexe. Ouais. Donc voilà et donc ça c'est pour les cromlechs, les dolmens. Les dolmens, bah, du coup, c'est vraiment des pierres qui ont été donc on a creusé la colline, on a ensuite glissé des pierres dans ce creux qu'on a creusé, on a mis des pierres de côté et ensuite on a mis une dalle de couverture et on a recouvert le tout de terre, pour faire ce qu'on appelle un tertre, qui est en fait cette colline de terre sous laquelle il y a un dolmen. Il y a plusieurs types de dolmens. Il y a des dolmens fermés où on peut jamais rentrer à l'intérieur, plus du tout, donc voilà. On peut imaginer que c'est un site funéraire principalement. En tout cas, on retrouve généralement des ossements à l'intérieur, dolmen fermé. Voilà, il y a les ossements, les objets, les bijoux. Comme on l'a déjà évoqué, nos ancêtres étaient très attachés enfin, quand quelqu'un mourait, l'objet, comme il avait appartenu à la personne, était teinté de l'âme de la personne. C'était important que la personne la prenne dans l'au-delà, donc ils enterraient les personnes avec leurs objets, pour leur permettre d'avoir les objets dans l'autre monde. Et il y a des cairns qui sont ouverts, qui sont destinés à être, utilisés, où on peut re-rentrer à l'intérieur, heu, comme un site, du coup en Angleterre, non en Irlande pardon, au bord de la rivière Boyne, qui s'appelle Newgrange, qui est un site magnifique dans lequel on peut rentrer, et pouvoir aller, à l'intérieur. Donc ce qu'ils ont trouvé dedans, c'est généralement des ossements. Il faut savoir que quand, quand on parle d'ossements qui ont généralement été soit brûlés, soit enterrés pendant un certain temps et ensuite déterrés et mis à l'intérieur du cairn. Ils allaient généralement pas mettre un corps en putréfaction à l'intérieur du cairn. Et ensuite ces cairns, ces lieux, ils servaient, heu, à mon avis, avant ça, de lieux d'initiation. En tout cas dans le druidisme, ils servent de lieu d'initiation pour aller connecter, les ancêtres et retourner dans le ventre de la terre-mère. Quand on devient druide, on passe 3 jours et 3 nuits dans un cairn comme ça, voilà, pour pouvoir se reconnecter avec, l'énergie des ancêtres. C'est on entre dedans, on referme la porte, 3 jours, 3 nuits à l'intérieur. Donc voilà, c'est des rites, druidiques importants. Ce qui est fou, c'est qu'à l'intérieur, il y a plein de spirales gravées comme à Gavrinis, tu as pu le voir, hein. Mmh. Et on peut s'imaginer que dans la nuit, ces spirales, elles servent à suivre avec la main parce que si on est dans ces sites et qu'on ferme les yeux, on perd un peu la notion d'espace et de nouveau l'espace-temps est complètement différent à l'intérieur, c'est très particulier et ces spirales, elles servent comme de repères et aussi elles servent au voyage. Donc c'est un à plein de sens différents. C'est magique. Ouais. Ah oui, complètement. Puis d'ailleurs, quand on est dedans, on le ressent. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve enfin, qui mettaient pas de corps en putréfaction déjà parce que, bah, du coup, pas très pas très sympa quand on va faire des retraites, hein. Non. Et puis, d'ailleurs en Bretagne, il y a même pas on a quasiment pas d'ossements, je pense qu'il y a une ou 2 exceptions, on a retrouvé des ossements parce que la terre est très acide, donc de toute façon, Ouais, les ossements ils mettent sur le dos de la terre. ouais Mais c'est même pas dit, hein, que ça servait à ça. et on ne sait pas en fait, on ne sait pas parce que Mmh le seul endroit où on a retrouvé des ossements, c'est quand ils étaient sur des lits de coquillages parce que ça du coup ça mh. calcifie, enfin ça contrebalance l'acidité de la terre.
Mais, et puis du coup, les corps, les quelques corps qu'on a pu retrouver, c'était pas les corps de l'époque des mégalithes? Ben, non, probablement pas. C'est plutôt des enfin, pour moi, ces sites, c'est des sites, plutôt initiatiques, hein. Tous ces sites, c'est des chambres initiatiques. Un peu comme dans les pyramides qui sont des chambres initiatiques. Donc voilà, c'est un peu, c'est pour moi, c'est ce type de site-là, en fait, à la base, avant d'être des sites funéraires, je C'est pense. ça. Mais, ce qu'on en fait, ce qui est spécial aussi, c'est que la plus grande partie de ces sites sont orientés sur le lever du soleil au solstice d'hiver Mmh. et à ce moment-là, les rayons du soleil vont venir taper la pierre de fond et cette pierre de fond, elle va être éclairée par les rayons du soleil. Donc de nouveau, là, on reprend le principe féminin-masculin. C'est ce principe masculin qui pénètre comme une flèche dans le ventre de la terre-mère et qui vient la féconder. Donc ne serait-ce que ça, il y a pas de lien avec le funéraire. Il y a juste un lien avec un cycle qui se refait au moment du solstice d'hiver. On est dans la nuit la plus sombre. Le cycle se refait par ce rayon de lumière qui pénètre le ventre de la terre-mère, qui permet de la féconder, donc c'est un principe créateur, qui engendre un nouveau cycle parce qu'à partir de ce moment-là, les jours commencent à de nouveau de se rallonger. Mmh. Donc voilà, et après, c'est clair qu'on peut aussi se dire que comme ça ressemble au ventre de la mère, parce que vraiment le tuyau représente le vagin, la chambre peut représenter l'utérus et donc du coup, on peut très bien s'imaginer que, le l'énergie, enfin le symbole est suffisamment clair que pour dire, ben, quand de nouveau, il faut se placer en tant qu'observateur. Ils avaient pas les connaissances anatomiques qu'on a, ils c'était un peuple d'observation. Ils observent que quand on vient sur terre, on sort du ventre de la mère par ce chemin-là, utérus, vagin, plouc, on sort. Donc après, au moment de la mort, ce qu'on a envie, c'est que quand la personne, elle meurt pour qu'elle retourne de où elle est venue, ben, on veut la remettre dedans. On peut pas la remettre dans le ventre d'une femme, donc on va le remettre dans le ventre de la terre-mère. Ah Donc ouais. de nouveau, c'est la notion de symbole. Comme je vous l'ai dit, c'est que pour le druidisme, le symbole, il représente la force. Donc une pierre qui a la forme de ce qu'on recherche à reproduire chez une femme, par exemple, et ben, il va être cette femme, en fait. C'est le, enfin, c'est il y a pas notre cerveau de cartésien qui vient là au milieu pour eux, en fait. Il y a le juste un cerveau d'observation, c'est que le symbole permet d'être effectivement ce que c'est censé être. Je sais pas si je suis claire? Oui, oui, ça c'est la matérialisation de ce qu'eux imaginaient, comme étant la fonction bah, de faire naître ou de renvoyer pour le prochain cycle finalement, pour permettre la réincarnation et le retour à l'état initial. C'est ça, c'est le Fou! condensateur d'une force, c'est la le creuset pour une énergie qui vient se déposer dedans et du coup ça joue ce rôle. Mmh. Parfait. Bah, écoute, je vois le temps qui passe, je crois qu'on pourrait en parler encore pendant des Mais heures, donc oui. ouais, Mmh mh. on va en tout cas, je trouve qu'on a abordé plein de sujets super intéressants sur la symbolique, Mmh. de tous ces fameux mégalithes et comment les druides ont pu les utiliser ou réutiliser ou modifier selon leur vision à eux. Mmh. Heu, donc je trouve que c'est un sujet passionnant et puis, ben, probablement qu'on reviendra sur le sujet si jamais les auditeurs et les auditrices ont envie, donc n'hésitez pas par vos messages, à nous faire savoir si vous voulez qu'on continue d'explorer ces voies-là, hein, sur les rites druidiques grâce aux mégalithes, grâce à tous ces monuments finalement, ces pierres qui sont des monuments. Et Est-ce que posez-nous tu vos questions. Ouais, Mmh. exactement. Ça peut nous aider. Mmh. Est-ce que tu aurais quelque chose pour conclure peut-être, J'ai bah, pas de triade sous la main tu pour pas de cette triade fois. sous la main? Ah, mais Mince. alors, ben non, j'en ai pas préparé sur ce coup-là. Mais alors attends, par contre, j'ai une prière. Alors, voilà, Alors, une voilà, jolie prière. j'ai une prière. Elle, s'appelle «Déconnecte-toi pour mieux te connecter». Vous êtes prêts? C'est pour terminer pour aujourd'hui. C'est une Parfait. prière, c'est un poème et une prière que j'ai écrit pour, voilà, le thème des sites mégalithiques. Éteins le bruit, ferme les yeux, respire en paix, deviens heureux. Le vent murmure dans les feuillages,
laisse-le t'offrir son doux langage. Le monde s'agite, court et s'éteint, mais sous tes pas la terre tisse son lien. Dépose l'écran, l'ombre, l'écho. Écoute l'arbre, il parle tout haut. La mousse embrasse le tronc ancien, témoin du temps des jours lointains. Pose ta main, ressens, devine. Chaque racine en toi chemine. L'eau scintille sous le ciel clair, miroir sacré, reflet d'hier. Regarde, elle danse un monde où l'ombre et la lumière se fondent. Oublie les heures, oublie le bruit, la forêt veille, le jour s'enfuit. Quand tu respires, elle t'entend, quand tu t'effaces, elle t'attend. Déconnecte-toi, deviens silence, reviens à toi, retrouve l'essence, car dans l'instant, dans l'harmonie, la nature et toi se sont unis. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, ces belles paroles. On va vous souhaiter une belle semaine. Merci encore Joël et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Une forêt sacrée et au centre un béton et un grand chêne.